Le musée du Louvre accueille dans ses collections de statuaires grecques de nombreuses représentations de divinités. Celles-ci prennent alors souvent forme humaine sous les outils des artistes qui illustrent par l'usage d'attributs la domination de ces dieux sur des fragments de réalité. C'est ainsi que la beauté marque les représentations de sa déesse, Aphrodite. Aphrodite, c'est un peu un malentendu quand on parle de mythologie grecque, en tout cas un malentendu moderne, puisque Aphrodite, c'est une divinité primordiale du panthéon grec. Aphrodite, c'est selon les uns la fille de Zeus et de Dionée, donc une divinité olympienne de premier rang, ou même le fruit de l'émasculation du sexe d'Ouranos par Cronos, le sexe tambon dans la mer, l'écume des flots, etc., etc. Et dans ces cas-là, c'est une divinité encore plus primordiale. Quoi qu'il en soit, c'est une divinité qui préside au cycle des générations, autrement dit à la vie. Elle pousse à l'accouplement aussi bien les êtres humains que les animaux. Sans Aphrodite, il n'y a pas de vie qui se perpétue. Pour autant, comme dans son mythe, il existe une foultitude d'épisodes assez galants. Elle trompe son époux boiteux Héphaïstos avec Arès, avec Hermès, avec une multitude de jeunes héros comme Adonis, pour citer l'un des plus célèbres. On a beaucoup retenu cette imagerie galante de la déesse et c'est certainement en partie le fruit de l'iconographie de la divinité à l'époque moderne, à partir du XVIIe siècle, encore plus à partir du XVIIIe siècle, parce que les thèmes du XVIIe siècle sont peut-être encore un peu châtiés, quoique chez Rubens ça commence à dégouliner, alors chez Boucher, évidemment, tout ça prend un caractère extrêmement léger. Il faut revenir à ce qu'est Aphrodite pour les Grecs, une divinité très importante et redoutable. Quand on parle du jugement de Paris, Aphrodite remporte ce concours de beauté contre Athéna et Héra en promettant pratiquement à Paris l'amour de la plus belle femme. Ça provoque la guerre de Troie. Et les Grecs savent très bien les conséquences de la guerre de Troie. Donc il faut prendre cette divinité beaucoup plus au sérieux. Quant à sa représentation, elle est assez précoce, notamment en céramique grecque, dès la fin du 7e siècle ou le début du 6e siècle avant Jésus-Christ, mais avec très peu d'attributs. Il faut que son nom soit écrit pour qu'on la reconnaisse. En sculpture, c'est pareil à l'époque archaïque, il faut vraiment avoir une inscription sur une base pour savoir. C'est au 5e siècle avant Jésus-Christ que l'iconographie de la déesse se forge dans le domaine de la sculpture. Lorsque l'on pense à Aphrodite, nous imaginons immédiatement une femme nue ou largement dévêtue, tenant parfois une pomme ou un miroir. Même si cette représentation semble immuable, a-t-elle connu des évolutions au cours de l'histoire de l'art grec ? L'évolution de la représentation d'Aphrodite dans la statuaire grecque, c'est un peu un topos de l'histoire de l'art grec. C'est habillé, déshabillé, j'enlève le haut, j'enlève le bas, il faut aller un petit peu au-delà de ces poncifs. On connaît un premier type au 5e siècle avant Jésus-Christ, au moment où vraiment se codifient les représentations d'Aphrodite, qu'on appelle le type de l'Aphrodite Sosandra, celle qui sauve les hommes. Ce serait une œuvre de Calamis. On n'est pas certain aujourd'hui d'avoir le bon type statuaire qui va en face de ces témoignages littéraires, mais ce serait, si nous avons raison, une Aphrodite très sobrement drapée dans un manteau qui la cache beaucoup. Et par la suite, l'histoire d'Aphrodite, ce serait l'histoire d'un dévoilement. Alors on pense notamment à la Vénus Génitrix, où là c'est le triomphe du drapé mouillé qui révèle le corps plus qu'il ne le cache, etc., etc. Donc c'est Aphrodite plus sensuelle de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour le reste, il s'agit surtout de parler de Praxitèle, mais la difficulté c'est la reconstitution de la carrière de Praxitèle. Alors on a d'abord pensé qu'il avait conçu une Aphrodite à demi nue, ce qu'on appelle le type de la Vénus d'Arles, et puis ensuite une Aphrodite entièrement dévêtue, l'Aphrodite de Cnide. C'est une vue de l'esprit moderne. On n'est pas certain qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, on ait d'abord créé une Aphrodite à demi nue, puis une Aphrodite entièrement nue. Et là, on voit comment les modernes reconstituent l'évolution de l'iconographie d'Aphrodite. Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque hellénistique, donc entre le IIIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ, à partir de ces recherches de l'époque classique, on démultiplie les versions des représentations d'Aphrodite. Alors là, c'est la grande variété des Aphrodites au repos, accoudées, accroupies, à la sandale. L'idée étant manifestement de varier les attitudes pour montrer l'anatomie de la déesse, qui fait bien sûr sa célébrité, de façon très variée. Une autre question, c'est la sécularisation relative de cette représentation d'Aphrodite, notamment de son corps. Là aussi, il faut faire attention à notre vision de commentateurs modernes,
Comme je le disais tout à l'heure, je le faisais exprès, Aphrodite c'est une chose très sérieuse pour les Grecs. Donc la sensualité d'Aphrodite à l'époque hellénistique, par exemple, le type de la Vénus du Capitole, c'est peut-être frappant pour nous, c'est pas évident que pour les Grecs c'était quelque chose de nécessairement léger. Quoi qu'il en soit, malgré toutes ces réserves et toutes ces précautions, il semblerait qu'effectivement, à la fin de l'époque hellénistique, certaines représentations d'Aphrodite deviennent un peu prétexte à représenter un nu féminin. Mais on n'est pas toujours certain de la proportion de prétexte dans tel ou tel projet artistique et de la rémanence du phénomène religieux. Parmi les rares découvertes de grandes statuaires antiques faites en France, l'une est particulièrement célèbre, la Vénus d'Arles. Quelle est sa place dans l'histoire de la représentation d'Aphrodite ? Alors, la Vénus d'Arles a une iconographie aujourd'hui trompeuse. C'est une statue qui a été découverte en Arles, dans le théâtre, en 1851, sans ses bras, partiellement conservée, et qui a été offerte à Louis XIV, la cour ayant largement encouragé ce don, en 1683. Et donc, après quelques tentatives de restauration en Arles même, on confie la statue aux ciseaux de François Girardon, qui n'est autre que le sculpteur du roi. Et c'est lui qui offre les bras que vous voyez à la Vénus d'Arles, et c'est lui qui dédouble les attributs, autrement dit la pomme d'or du jugement de Paris d'une part, pour signifier que bien sûr Aphrodite a remporté ce prix de beauté, et d'autre part ne subsiste aujourd'hui que le manche d'un miroir qui était plus complet au XVIIe siècle. Durant l'Antiquité, on aurait difficilement dédoublé ces attributs, ça aurait été comme une forme d'aberration, pour ne pas dire de pléonasme. Bon. Donc il faut bien voir qu'aujourd'hui les attributs sont modernes. En revanche, cette divinité bijoutée qui porte un bandeau dans les cheveux, un bracelet de bras, à demi-nu, c'est très vraisemblablement Aphrodite, puisque parmi les attributs principaux de la divinité, et avant même une pomme, un miroir ou quoi que ce soit d'autre, il y a son corps. L'attribut principal de la déesse de l'amour et de la fécondité, c'est précisément son corps, ses attributs sexuels. Donc ici, c'est ça qui est représenté. Et puis c'est un jalon dans l'évolution de l'art grec, parce que c'est un des premiers demi-nus que nous connaissons, si nous avons raison de dater l'original de cette statue. Ici, vous avez une copie romaine d'un original grec disparu. Si nous avons raison de dater l'original de la première moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est ce que la majeure partie de la critique admet. Ce serait une œuvre de Praxitèle du début de sa carrière, créée vers 365-360 avant Jésus-Christ. Bon, il y a un débat à ce sujet-là, parce que certains commentateurs, notamment Brunil Sismondo Ridgway, ont relevé qu'on connaît cette œuvre qui vient du théâtre d'Arles, et on connaît un autre exemplaire très similaire, du même type statuaire, une autre copie romaine du même original, découvert dans le théâtre d'Athènes, cette fois-ci. Donc l'hypothèse serait la suivante, d'après Brunil Sismondo Ridgway, c'est qu'en fait, ce serait d'ailleurs pas une copie romaine du tout, ce serait une création de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, d'époque augustéenne, à Athènes pour le théâtre de Dionysos, dupliquée en Arles pour le théâtre d'Arles, décoré précisément à la même époque sous Auguste. C'est intéressant de voir que l'histoire de l'art grec n'est jamais figée. Parfois, nos études ont l'air peut-être un peu compassées, poussiéreuses. On se livre des débats, parfois d'ailleurs très rugueux, on s'invective dans les colloques. Mais c'est intéressant justement que ce débat existe. Ça nous prouve bien que nous ne savons pas tout sur ces œuvres et que nous avons toujours à réfléchir à leur statut dans l'histoire de l'art sans mauvais jeu de mots. Le département des antiquités grecques laisse un vaste espace à l'Aphrodite de Cnide. Comment justifier ce choix ? L'Aphrodite de Cnide occupe une place centrale dans l'histoire de l'art grec dans la mesure où, pour dire les choses de façon un peu tapageuse, c'est le premier nu féminin de l'art occidental en sculpture. Vraisemblablement créé vers 340 avant Jésus-Christ par Praxitèle, une statue en marbre qui était peinte. Donc c'est important aussi de garder ça à l'esprit. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les dizaines de copies romaines de cette œuvre qui était tellement célèbre qu'elle a été de nombreuses fois répliquée à l'époque romaine. Mais l'original qui était en marbre était peint au naturel et les textes
nous parle justement de l'onctuosité des chairs grâce à cette peinture qu'avait appliquée Nicias, qui était un très grand peintre de chevalet, qui était le peintre que Praxitèle choisissait toujours dans ses collaborations pour donner aux lèvres de sa Vénus la délicatesse voulue, à son regard cette espèce de langueur que commentent tous les textes de l'Antiquité, ou pratiquement, et donner aux chairs cette souplesse. Donc c'est une œuvre fondamentale, mais qu'il faut replacer dans son contexte artistique initial. Aujourd'hui, on voit des copies romaines assez neutres. C'était un original qui se présentait acnide. Tout le monde venait de toutes parts du monde grec pour l'admirer acnide. Le temple avait 2 entrées pour qu'on la voie d'un côté et de l'autre. Et vous imaginez quel côté, les seins et les fesses bien sûr. On parle du frisson mystique des pèlerins, etc. Et on la voyait comme une sculpture qui était peinte. En poursuivant notre avancée dans l'histoire de la représentation d'Aphrodite, nous arrivons logiquement à la Vénus génitrix. Qui est-elle ? Alors, la Vénus génitrix, c'est un moment important de l'évolution des représentations d'Aphrodite dans la statuaire grecque, dans la mesure où c'est un des premiers exemples de représentation d'Aphrodite vêtue de cette tunique diaphane extrêmement sensuelle. C'est ce qu'on appelle un drapé mouillé. Alors un drapé mouillé, je vous donne le topos en histoire de l'art, c'est un drapé qui révèle le corps plus qu'il ne le cache. Alors derrière cette formule un peu toute faite, il y a une réalité, c'est que effectivement, le drapé est plaqué littéralement contre la peau, épouse la moindre courbe d'une physionomie féminine, avec évidemment un effet de sensualité évident qui en découle. Et ça va jusqu'à certains plis de chair, à l'aine, à l'aisselle. Et ce sont ces petits détails parfois qui rendent la représentation encore plus sensuelle. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une copie romaine. Donc il faut imaginer l'original, qui était en marbre ou peut-être en bronze d'ailleurs. Et cet original, on l'attribue à Callimaque. Callimaque, qui aurait été actif à Athènes à la toute fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est la phase du classicisme qu'on appelle le maniérisme, et c'est pendant cette phase du maniérisme que se développent justement les drapés mouillés. Mais on n'en est pas certain, parce que dans la liste des œuvres attribuées à Callimaque, il n'y a pas de description précise d'une telle Vénus. On sait simplement qu'il était en grec katatexi-technos, autrement dit réputé pour son sens du raffinement et des détails. Et comme ce type d'Aphrodite est très soigné, c'est une des raisons pour lesquelles on attribue le type de la Vénus génitrix à Callimaque. Ce que nous avons sous les yeux, c'est aussi une copie romaine. Or, l'histoire romaine de ce type de la Vénus génitrix, c'est aussi une affaire importante, car nous savons que ce type statuaire, ce modèle, a notamment été utilisé pour décorer le temple de Vénus génitrix sur le forum de César. Donc, Jules César est en train, en plein contexte de guerre civile, de vouloir imposer évidemment sa prédominance dans le jeu politique. Donc il fait construire un forum où il rappelle que sa famille, la gens Iulia, descend littéralement de Vénus, que lui-même est un descendant de Vénus, qui a fort à faire évidemment avec la fondation de Rome. C'est une autre histoire. Donc Jules César fait appel à un sculpteur grec qui s'appelle Archésilas, et c'est une époque où les Grecs travaillent beaucoup pour les Romains, tout simplement parce que les Romains ont fait la conquête de la Grèce, mais la Grèce a fait pratiquement la conquête de Rome sur le plan artistique. Donc Archésilas réalise une sculpture pour le forum de César, et c'est une Vénus génitrix qui semble bien être une reproduction de la Vénus génitrix inventée par Callimaque à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une histoire en 2 temps. C'est un type de Vénus créé à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans le contexte du maniérisme, cette affaire de drapé mouillé, de sensualité, etc. Et c'est une image qui devient fondamentale pour les Romains dans un autre contexte qui est celui de la propagande mise en œuvre par Jules César pour imposer sa famille à la tête de Rome, tout simplement. Une œuvre illustre dans l'esprit de tous l'image d'Aphrodite. Elle est d'ailleurs l'une des sculptures les plus célèbres et célébrées du monde. Il s'agit bien sûr de la Vénus de Milo. Cependant, quelle est réellement la place de cette icône ? Quelle est son histoire ? Quelles sont ses problématiques ? Et comment expliquer cette reconnaissance ? La Vénus de Milo, de quand date-t-elle ? C'est une question qui a beaucoup agité les esprits depuis sa découverte en mars 1820. Il faut bien comprendre que cette œuvre pose toute une série de questions. Quand on la regarde,
et quand on l'a regardée pour la première fois au XIXe siècle, ce qu'on a vu, c'est une déesse, le regard perdu dans le lointain, un visage très idéalisé, une forme de détachement très élégant. Donc on s'est dit qu'il pouvait s'agir d'une création du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans le contexte du classicisme et pourquoi pas une œuvre de Phidias. Mais très vite, les commentateurs, et notamment le comte de Clarac, qui était le conservateur des Antiques ici au Louvre, ont comparé cette œuvre avec d'autres attribuées à Praxitèle, ou en tout cas des copies romaines attribuées à Praxitèle, comparé les visages notamment. Ils se sont dit qu'il pourrait s'agir d'une œuvre de Praxitèle. Après tout, Praxitèle, c'est l'inventeur du type de la Vénus d'Arles, à demi dévêtue. Cette plage triangulaire du front, ses mèches ondulées jusqu'aux tempes assez bas, ce regard très doux à la paupière inférieure estompée, c'est aussi un peu une marque de fabrique de Praxitèle. C'est ce qu'on appelle l'art de Praxitèle. Donc on a beaucoup défendu cette hypothèse. La difficulté, c'est qu'on avait découvert une inscription avec la Vénus de Milo qui a disparu au milieu du XIXe siècle et qui citait un autre artiste, Alexandros ou Agésandros d'Antioche. Or, Antioche n'a été fondée que bien plus tard, à l'époque hellénistique. Donc l'hypothèse semblait battue en brèche. Il faut être très prudent parce que, certes, certains dessins anciens montrent cette inscription, cette signature correspondant à la plainte de la Vénus ici, mais certains commentateurs de l'époque disent bien dans les rapports que nous avons retrouvés dans nos archives que ce raccord n'est pas entièrement satisfaisant. Je vous dis ça parce que quand l'inscription a disparu au Louvre, bien plus tard qu'on l'a souvent écrit, plutôt vers les années 1840-1850, les Allemands, qui à l'époque débattaient souvent avec les Français, ont dit « Ah bah, on a fait disparaître cette signature pour évacuer l'hypothèse d'un sculpteur de l'époque hellénistique et maintenir la statue au IVe siècle avant notre ère, pourquoi pas une œuvre de Praxitèle, ce que défendait encore Ravesson-Molien dans les années 1870 quand il croisait le fer littéralement sur le champ de la compétition archéologique avec Adolf Furtwängler. C'est ce moment-là. Bon. Vous voyez que le débat sur la date, c'est aussi un débat presque politique à une certaine époque. Et puis, plus récemment, les études consacrées à l'époque hellénistique ont progressé, notamment après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Et on a relevé un certain nombre de points. La sensualité de l'aisselle droite, par exemple la compression des chairs au sein et l'aisselle droite, le vallonnement du ventre dont Rodin dit qu'il est vaste comme la mer, qu'il est d'une beauté extraordinaire. Tous ces détails qui montrent un corps féminin assez incarné, ce serait plutôt propre à l'époque hellénistique. Le drapé de la Vénus de Milo, donc ce manteau, c'est un projet artistique du IVe siècle, quand on regarde l'histoire de l'art dans son ensemble. On pense à la Vénus d'Arles, elle-même à demi dénudée. On pourrait penser aussi, et c'est très important, à la Vénus de Capoue, qui serait la copie romaine d'un original du IVe siècle attribué à Scopas, dont tout le monde dit que c'est une source d'inspiration pour cette œuvre. Très bien. Mais quand on regarde le détail d'exécution de ce manteau enroulé autour des hanches, on s'aperçoit notamment qu'il est repiqué sous le bourrelet principal pour créer un effet supplémentaire. Et ces effets, ces accidents qui accrochent beaucoup l'ombre et la lumière, ça c'est plus spécifiquement à rapprocher aux créations de l'époque hellénistique. Alors comment résoudre maintenant cette équation qui consiste à observer qu'il s'agit d'une statue qui nous parle beaucoup de l'époque classique, qu'il s'agisse du visage, qu'il s'agisse du regard. Donc là on pense à l'art de Praxitèle. Et puis de l'autre côté, on voit des choses qui sont plus propres à l'époque hellénistique, comme le traitement des chairs ou comme certains détails de la draperie. Eh bien, la solution, c'est qu'il faut considérer qu'à la fin de l'époque hellénistique, on réalise précisément des œuvres néoclassiques. Autrement dit, des œuvres qui réinvestissent le champ de l'art classique pour créer de nouvelles formes. C'est donc une œuvre rétrospective, néoclassique. On a beaucoup dit que les œuvres néoclassiques avaient été créées par les Grecs pour les Romains. Et c'est en partie vrai. C'est-à-dire que comme les Romains deviennent le commanditeur principal du marché de l'art dans le monde méditerranéen, les Grecs fournissent énormément de sculptures à la manière du classicisme pour correspondre à ce goût. Mais on oublie toujours qu'en Grèce même, les Grecs ont conçu des œuvres néoclassiques parce qu'ils étaient convaincus de l'intérêt de ces œuvres. C'est le moment où en Grèce, on conçoit l'histoire de l'art comme un genre littéraire. Un peu plus tôt d'ailleurs, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et qu'écrivent les historiens de l'art grec, qui sont souvent des artistes, le même principe que Vasari pour la Renaissance, c'est un artiste, Vasari c'est un peintre. Bon, pour le monde grec, ce sont des sculpteurs très souvent.
ces sculpteurs, ces historiens de l'art écrivent qu'il n'y a rien de tel que l'art classique, qui se présente comme un âge d'or. Donc c'est l'âge de Phidias, de Praxitèle. Donc les gens sont tellement convaincus de cette préséance de l'art classique qu'on crée en Grèce, pour les Grecs, des œuvres néoclassiques. Et la Vénus de Milo n'a pas été faite pour les Romains, on ne l'a pas envoyée en Italie. On l'a trouvée à Mélos, bien dans une île grecque. Voilà. Alors un des aspects qui a fait couler beaucoup d'encre à propos de la Vénus de Milo, c'est l'absence d'attributs, l'absence de ses bras. Il faut quand même rappeler qu'en 1820, on a découvert 2 fragments de bras avec la Vénus de Milo, qu'on a d'abord rejeté, on a fait une tentative, on a placé un de ces fragments de bras avec force plâtre, et puis on a abandonné cette hypothèse. Et récemment, Jean-Luc Martinez, qui est le président directeur de ce musée, a écrit un article où il revient sur cette hypothèse et indique pourquoi pas. Donc là, il y a un débat. Derrière, il y a la question des attributs. Il y a un autre fragment qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est une main tenant une pomme. Bon. Alors soit on accepte que cette main appartient à la Vénus, c'est à peu près la même échelle, c'est du marbre de Paros, mais c'est un marbre très courant pour la statuaire grecque, donc que la main et la statue soient en marbre de Paros, c'est pas surprenant, c'est pas vraiment un indice. Si c'est une main pertinente, comme on dit aujourd'hui, si la main appartient pas à la statue, il s'agit d'une Aphrodite à la pomme brandissant le prix, évidemment, du jugement de Paris, de ce concours de beauté. Alors après, on peut réfuter en doute cette hypothèse. Donc l'article le plus récent, celui de Jean-Luc Martinez, non seulement on intègre le bras, mais aussi la main, et donc l'hypothèse serait qu'il s'agit d'une Aphrodite à la pomme. C'est une hypothèse parmi d'autres. En tout cas, cette œuvre fait débat, et justement le débat, c'est une des raisons qui explique la célébrité de la statue. Cette statue, c'est une très belle statue de l'époque hellénistique, il y en a d'autres. Il y a le pendant au Musée national d'Athènes, enfin le pendant, une statue équivalente, ça n'est pas son pendant, un Poséidon qui vient aussi de Mélos, donc de Milo, qui n'est pas forcément présenté en pendant à côté, mais c'est le même atelier, la même technique, la même qualité. Bon. Vous allez au Musée national d'Athènes, le Poséidon de Mélos occupe le centre de la salle hellénistique, tout le monde passe à côté sans le regarder. Pourtant, ces 2 statues sont exactement, en histoire de l'art, à mon sens, sur la même ligne en termes de qualité. Il se trouve que la Vénus de Milo est arrivée à Paris, on a discuté de l'attribution, Phidias pas Phidias, Praxitèle pas Praxitèle, bien plus tard une œuvre hellénistique ou pas. On a parlé de cette signature, est-ce qu'elle colle, est-ce qu'elle ne colle pas, elle a disparu. On a parlé des bras, est-ce que les bras qui sont arrivés sont les siens? Oui, non, plutôt non. Beaucoup plus récemment, pourquoi pas oui. On a parlé de la main, on a parlé des attributs. Félix Ravesson-Molien, qui a été conservateur ici au Louvre, avait fait une planche de silhouette où on voit la Vénus de Milo tenant de multiples attributs, et puis d'ailleurs des attributs qui en feraient, pourquoi pas, une Amphitrite, une Danaïde. Donc tous ces débats, comme d'habitude, ont alimenté bien sûr la notoriété de l'œuvre. La Joconde est un tableau qui a été à certaines époques relativement oublié. Mais l'identité de la Joconde, s'agit-il bien de Mona Lisa del Giocondo, ce qui semble aujourd'hui à peu près établi, mais pendant longtemps on en a discuté. Évidemment, cette question d'identité, pour la Joconde, cette question de l'identification de la déesse pour la Vénus de Milo, ça joue de la même manière. Alors pour la Vénus de Milo en plus, il y a la question de la datation, alors que pour la Joconde, on est à peu près certain. Et puis il y a autre chose, je crois, c'est que la Vénus de Milo apparaît à Paris dans un contexte bien particulier. C'est le moment où le musée du Louvre, qui a été le musée Napoléon, le plus grand musée du monde, regroupant tous les antiques d'Italie, s'est vidé, alors que pour autant émerge le concept de ces grands musées nationaux dans le contexte de la rivalité des États-nations, après le congrès de Vienne, donc après 1815 et Waterloo. Or, à Paris, beaucoup d'œuvres sont parties. Donc l'arrivée de la Vénus de Milo, c'est une manière de re-remplir très noblement les salles avec ce qu'on présente comme un original grec venant de Grèce. Et c'est ce qui intéresse le plus les commentateurs à cette époque-là. Jusqu'alors, à Londres, à Berlin, à Paris, on présentait surtout des copies romaines d'originaux grecs. Et c'est ce qu'on a dans les salles qui se trouvent exactement en face. Au début du XIXe siècle, on s'intéresse aux originaux grecs, et notamment au marbre du Parthénon qui arrive à Londres. Donc à Paris, le musée Napoléon s'est vidé, la Vénus de Milo arrive, et c'est un original grec, ce qu'on recherche, ce qu'on étudie, ce à quoi on s'intéresse. Autre chose,
Paris s'impose progressivement au cours du XIXe siècle comme la capitale des beaux-arts. C'était déjà en partie le cas au XVIIIe siècle, ça se confirme au XIXe siècle. Donc tout le monde vient étudier les beaux-arts à Paris, non seulement les Européens, mais bientôt les Américains et pourquoi pas les Sud-Américains, etc., etc. Donc tout le monde vient à Paris comme à la Mecque des beaux-arts. Il faut voir ça. Aujourd'hui, on a un peu oublié parce que ce centre s'est déplacé à New York et puis aujourd'hui, cette idée de centre d'ailleurs n'a plus de sens. Aujourd'hui, il n'y a plus de capitale des arts ou des beaux-arts. Mais Paris a vraiment joué ce rôle-là et tous ces artistes travaillaient ou étudiaient aux beaux-arts, d'une part, et venaient dessiner au Louvre. Le Louvre, c'était comme un livre ouvert, comme disait Cézanne, pour les artistes. Non. Et qu'est-ce qu'ils venaient dessiner? Notamment les antiques. Et notamment la Vénus de Milo, dont l'arrivée avait fait grand bruit, dont les débats fascinaient à peu près tous les commentateurs. Bon, très bien. Donc elle a été dessinée, croquée, et quand je parle de Rodin, je pourrais parler de Cézanne, je pourrais parler de Chassériau, je pourrais parler de Delacroix, enfin quand même la liberté guidant le peuple, si vous regardez bien, c'est la Vénus de Milo, au moins jusqu'au cou. Et la source d'inspiration est très claire. Donc cette œuvre, c'est une icône de l'histoire de l'art au XIXe siècle aussi. Et c'est pour ça qu'elle est très célèbre. Donc aujourd'hui, elle ponctue une grande galerie d'antiques. C'est pratiquement la conclusion un peu magistrale de toute une séquence d'Aphrodite dont elle serait pratiquement le terme, puisque c'est elle-même une statue rétrospective, une statue pour laquelle l'auteur se souvient de toutes les Vénus. La Vénus de Milo, c'est un peu toutes les Vénus dans une statue. Et c'est peut-être ça qui est beau à penser. Et c'est peut-être la raison pour laquelle c'est magnifique de la voir dans une perspective comme la galerie dans laquelle nous sommes en train de tourner.